Encore, je vous retrouve. Bonjour et bienvenue. Vous êtes dans l'invité de la rédaction de l'AGP, un entretien, je rappelle souvent, qui consiste à décortiquer l'actualité en invitant des personnalités triées sur le volet. Aujourd'hui, on parle du 22 novembre 1970, l'agression portugaise. Il y a 54 ans, l'on s'en souvient, dans la nuit du 21 au 22 novembre 1970, environ 200 Guinéens armés portant des uniformes similaires à ceux de l'armée guinéenne et commandés par des officiers portugais et 220 soldats portugais ont envahi certaines positions autour de Conakry. Qui mieux pour nous rafraîchir la mémoire? Il s'agit de Elhadj Mamadi Sanassi Keita. Il est le président d'honneur du PDG RDA. Bonjour, monsieur Keita. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Alors, monsieur Keita est également membre du bureau politique du PDG RDA, ancien gouverneur sous le régime d'Ahmed Sékou Touré. Première question, monsieur Keita. Oui. Où étiez-vous ces jours-là? Ce jour-là, à l'époque, oui. J'étais membre du comité directeur de Kassadou. Kassadou, c'est une sous-préfecture. Aujourd'hui, on l'appelle sous-préfecture. Ça s'appelle la section de Guéguédou. D'accord. J'étais secrétaire administratif du comité directeur. Oui. Nous sommes restés dans la cour le matin. On devrait aller dans un village à 20 km de Kassadou-ville, où nous organisions la commercialisation des produits, le café, le palmiste et les produits vivriers. D'accord. Nous allions, on se préparait. Quand la femme du commandant, un certain Kouyaté Lucéné à l'époque de Kassadou, sa femme est sortie avec la radio. Et écoutez d'abord, écoutez. On a écouté. C'était le matin? Il était 7 heures quand nous quittions. D'accord. L'agression n'a pas commencé, c'était l'agression depuis 2 heures du matin. Alors, elle a crié, écoutez. Ouais. Je me rappelle d'elle, elle est Houmou, elle est décédée. Bon. Elle nous a dit, écoutez d'abord, on écoute. Qui nous avons entendu? C'est Hadja Mafori Bangura. Oui. Okili, en bon sous Okili Tongo, le fusil, quoi, comment on appelle ça encore? Ofinkari Tongo. Oui. Ofa. Guéré. D'accord. Oui. Elle a parlé, c'était extraordinaire. Tout le monde s'est levé. D'accord. Sur la défensive, on va poser cette question tout à l'heure. Ouais. Mais la question qui est aussi plus pertinente, que je voudrais vous poser tout à l'heure, quelles sont les raisons de cette invasion portugaise? Il ne faut pas vous tromper. Oui. Le nom du 28 septembre a été accueilli comme un tollé, une insulte au pouvoir colonial. Oui. À l'époque, c'était le général de Gaulle. Oui. Ne vous trompez pas, le 25 août, de Gaulle est venu à Conakry ici, il a été très bien reçu. Oui. Et il a affronté le président dans des discours. D'accord. Le terme de guerre pour le président, c'est le fait de dire il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. D'accord. Voilà le mot, le dé était jeté. C'est ça le mot de guerre. Oui. Tout le fond, c'est ça. Alors, quand le président a dit ça, il a discouru comme ça, De Gaulle a dit, vous pouvez, la métropole vous fait une proposition. La métropole ne fera pas d'obstacle. Oui. Votre territoire pourra, comme il le voudra, dans les conditions qu'il voudra, suivre la route qu'il voudra. D'accord. D'obstacles, vous avez rencontré certainement, mais on n'en fera pas. Voilà ce qu'il a dit. Alors, d'après les recherches aussi, certains, en tout cas les observateurs bien avertis, disent que c'était pour arrêter certains leaders du PAIGC, le parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et des îles du Cap-Vert. Dès après l'indépendance, le PAIGC à domicile est venu, pas le PAIGC seulement, tous les pays africains sous colonisation portugaise là, presque avaient déménagé. Oui, c'était non seulement les arrêter, mais aussi arrêter l'ancien président Ahmed Sékou Touré. Si on voulait mettre la main sur le président Sékou Touré, le problème c'était Sékou Touré, il fallait résoudre ce problème-là. Parce que De Gaulle, quand il a quitté Conakry, il a dit, le 9 octobre, le 2 octobre, nous avons proclamé l'indépendance. 7 jours après le 9, il a présidé un conseil de guerre, presque, si vous l'appelez conseil de guerre, à l'Élysée. Il a dit, je veux Sékou Touré à genoux devant moi. Est-ce que c'est entendu? Ils se sont levés, c'est entendu, Monsieur le Président. Il dit, je veux Sékou Touré à genoux devant moi. Restez tranquille,
nous sommes des enseignants. J'ai enseigné tous les complots. 52 complots ont été fomentés contre la Guinée de 2 octobre 1958 à la mort du président Sékou Touré, 6 mars 1984. 52 complots. D'accord. Et certains policiers m'ont corrigé et dit que c'était même plus. Effectivement, je ne veux pas dire non, parce qu'il y a des complots, on avait tellement honte. Tous les jours, chaque mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois, complot, on disait il invente. Il invente des complots. Il veut arrêter des gens. Il veut tuer ses adversaires, c'est tout. Voilà ce qu'on a inventé. Comme certains continuent à le dire d'ailleurs, qu'ils étaient venus pour ça. Et naturellement, le Portugal a servi de tête de pont dans cette agression. Parce qu'on avait des conflits avec le Portugal. Les Guinéens et Guinée-Bissau sont là. Restez tranquille. La radio que vous occupez en Aboulbiné était surveillée par un détachement de militaires Guinée-Bissau, de Guinée-Bissau. C'est eux qui ont empêché que la radio soit prise. En ce moment, on croyait que la radio c'était en ville là-bas, face à la présidence là-bas. Il y avait un poste qui habitait là-bas. Ils croyaient que c'était ça, ils se sont trompés. Donc, le petit détachement qui est venu pour mettre la main sur la radio, les militaires de Guinée-Bissau ont vite eu raison d'eux. Donc, Hadjama Foriba a pu venir et atteindre la radio et parler. Elle logeait à Boulbini. Alors, et là, on va évoluer très rapidement. L'opération est intitulée Opération Verte. Elle coûte à la vie de 500 Guinéens. 537 Guinéens ont été tués. Merci pour la précision. Et puisque tout à l'heure, vous parliez de l'organisation de la défense de nos compatriotes, comment ça s'est passé? Dès que Hadjama Foriba a dit Okili, Okili, venez. On va les chasser de notre pays. Les ennemis sont là. On va les chasser de notre pays. Ça a été le mot d'ordre. Et alors, entre-temps, puisqu'ils croyaient pouvoir atteindre, parce que le président, il faut dire ça, je suis obligé de revenir sur ça, le président, les week-ends, allait à Bellevue. Bellevue, c'est sa maison. D'été, on disait ça, sa maison d'été. C'est sa maison d'été. Là, il allait passer la nuit là-bas, généralement les samedis. Comme ce jour-là, il était là-bas avec sa femme et son fils, Mohamed Touré. Et il s'était couché déjà. Quand ses camarades sont venus pour jouer avec au damier, un des mercenaires attitrés, lui ne faisait que regarder sa montre. Or, le président était très fin. Il a observé ça. Et il n'avait pas l'habitude de venir comme les autres. Il regardait sa montre. Chaque fois, il joue au damier. Et l'ancien président l'observait? Le président le président ne surveille que ça. Il fait attention à tout. Alors, il regarde sa montre. Mais après, il se laisse battre. Le président le bat. Jusqu'à minuit, comme ça, après de minuit, il a dit, président, moi je suis fatigué, moi je vais rentrer me coucher. Il dit, bon, d'accord. Le président s'est levé, il l'a raccompagné jusqu'à la porte. Quand il est parti, il est revenu. Il a réveillé Mme André, elle est là, elle vit encore. Et son fils, Mohamed, il dit, le bon, ça c'est pas simple. Parce qu'il avait compris, hein? Il a compris. Alors on va continuer dans le même sens. Parlant toujours de cette agression du 22 novembre 1970, il semblerait, ou bien il a été évident, que des femmes sont sorties massivement. Pour ceux qui est de la je vous ai dit, c'est dirigé par Hadjama Foriba. Les femmes sont sorties. Quelles femmes? Des Guinéennes. Les Guinéennes? Bien sûr. C'est tout le peuple qui est sorti, même les étudiants. Ils sont là. Il y a beaucoup d'étudiants. Tous sont pris. C'est tout le peuple qui s'est levé. Quand Hadjama Foriba a dit Okeli, tout le monde est sorti partout. C'était le cri de guerre. La bataille a commencé. À ce moment, les militaires étaient en armes. Tous les Guinéens, tous les jeunes apprenaient le maniement des armes. Moi-même qui parle, j'avais mon fusil, j'avais le PMP Pécha, PMAK, j'avais les armes, tout le monde avait. Déjà, on apprenait. Mais Keita, à la suite de cette agression, quelle a été la réaction du Conseil de sécurité de l'ONU? Le Conseil de sécurité de l'ONU a envoyé une mission ici. Et cette mission a confirmé l'attaque contre le peuple de Guinée. Et l'OIA est venue. On disait à l'époque OIA, aujourd'hui c'est UIA, c'est l'Union africaine. L'OIA est venue. Il y avait l'association des pays riverains du fleuve Gambie, je sais pas, qui était le centre-État à Dakar, et je suis emmené.
Tous ceux-ci sont venus pour vérifier, pour voir la véracité des faits. Et ont tous produit des rapports que nous avons. Concrètement, qu'est-ce que le Conseil de sécurité de l'ONU a dit? Le Conseil de sécurité a condamné l'agression et a imposé, ils ont pris une résolution, demandé au Portugal de faire toutes les réparations, de prendre en charge toutes les réparations et de payer des dommages intérêts à la Guinée. D'accord. Le président sécurité a rejeté. Nous ne voulons rien d'eux. Ils n'ont qu'à. Nous avons défendu notre pays, nous sommes libres. Des Guinéens sont morts, c'est vrai. Mais nous préférons qu'ils libèrent les territoires africains sous domination portugaise. Oui. Nous préférons ça plutôt que de nous faire des dommages intérêts. D'accord. C'est ce que le président a dit. Alors, au lendemain de cette agression du 22 novembre 1970, c'était la grande purge. Il fallait, entre guillemets, arrêter les traîtres. Absolument. Les sanctionner. Comment ça se passait? En fait, quand on a arrêté, parce que des mercenaires autant guinéens qu'étrangers ont été arrêtés, y compris les Portugais, et beaucoup ont été arrêtés, et ils ont fait des dénonciations. Ce n'était pas dans le vide. Ceux-ci ont fait des dénonciations. Quand tu étais dénoncé, on te faisait venir. Des gens ont été arrêtés. Et naturellement, la révolution les a écoutés. Et le jugement a été prononcé par le peuple. C'est tout le peuple, les PRL à l'époque, les comités de base, les sections, c'est-à-dire les comités directeurs, les fédérations, plus un CNR d'ensemble qui a été réuni à Conakry ici, tout le monde était là. C'est tous ceux-ci qui se sont prononcés. Le jugement a été fait comme ça. Nous étions des révolutionnaires. C'était le jugement populaire, le jugement du peuple. Chacun s'est prononcé. Quand vous dites c'est le jugement populaire, et l'histoire a révélé encore qu'il y avait en tout cas certains responsables du parti qui envoyaient des documents au niveau de nos concitoyens pour se prononcer sur la sentence, sur la peine. Est-ce vrai? On est tel est coupable ou n'a pas été dans cette agression, êtes-vous d'accord ou pas? C'était comme ça. Non, ce qui est sûr, la question a été posée à tout le peuple de Guinée. Et chacun était libre de se prononcer, à l'écrit ou à l'oral, pour dire ce qui s'est passé. Et chacun a raconté ce qu'il connaissait de la chose. Nous sommes un peuple musulman. Nous croyons en Dieu. Dieu est en train de juger entre nous, parce que jusqu'ici, nous continuons à en parler. C'est l'histoire. C'est l'histoire, ça, maintenant. Alors, les gens se sont... C'est prononcé, ça, c'est réel. Des gens, ceux que chacun se connaissait, ils ont dit, si tu inventes, Dieu te le payera. Nous sommes des musulmans, hein, jusque maintenant. Moi, j'ai 80 ans d'âge aujourd'hui. Wallahi, je sais que Dieu existe. Vous êtes jeune. Mais dans ce poste-là, c'était une manière de forcer nos concitoyens à se prononcer. On n'a pas forcé. On a dit, ceux qui parlent. C'est une réunion de cadre ou un meeting. Des cadres se prononcent. Tu ne les as pas invités. Ils lèvent la main. Ils parlent. Ils disent ce qu'ils savent. Où il y a le problème? D'accord. On va continuer cet entretien. C'est la psychose qui s'installe l'année suivante a été considérée l'une des années les plus sombres sous le régime d'Ahmed Sékou Touré. Votre point de vue là-dessus? Sous le régime du président Sékou Touré, c'était la révolution de 1958. À sa mort en 1988 jusqu'au 3 avril 1984, c'était la même effervescence. Le pays était en éveil. Soyez-en certains. Moi que vous voyez, j'ai fait tous les organismes. J'ai fait le PRL, j'ai fait le comité directeur, j'ai fait le bureau fédéral, j'ai fait le comité central. J'ai fait tous les organismes, j'ai fait tous ces organismes-là. Je parle en connaissance de cause. Wallahi, le président n'a pas obligé quelqu'un à dire ou à faire ce qu'il veut. Lui, il jurait sur la Fatiha. Quand l'hymne jouait, le président récitait la Fatiha. La Fatiha, c'est le résumé du Coran. La parole de Dieu, le message que Dieu a descendu au prophète, le Coran, son résumé, c'est la Fatiha. Même aujourd'hui, mon fils, si vous jurez sur la Fatiha d'une chose, wallahi, la vérité apparaîtra. Sékou Touré est mort. Aujourd'hui, il est plus populaire qu'avant. Parce que c'est la vérité qu'il incarnait. Aujourd'hui, il est plus populaire qu'hier. Toute l'Afrique lui rend hommage aujourd'hui. Toute l'Afrique. Les Africains, les Maliens qui se battent.
Ouais. Ils disent dans leur document que si tous les leaders africains avaient fait ce que Sékou Touré avait fait en 1958, que notre sort ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. D'accord. Parce que lui, il a dit qu'on n'a qu'à voter non. Les autres ont dit oui. Et c'est pourquoi ils sont en difficulté jusque maintenant, même 60 ans après. Dernier aspect de cet entretien, ouais. On parle de la déclassification. On n'en parle pas. Et jusque-là, aucune demande n'a été formulée par les autorités d'alors, même actuelles. J'ai suivi à la radio. Allez-y, allez-y. J'ai suivi à la radio. Oui. Parce qu'ils ont été visiter la permanence, notre ancienne permanence, oui. À Kaloum là-bas, à côté de notre ancien siège. Oui. Là où, sur le ministère de la Jeunesse. Les gens, ils ont décidé de demander la déclassification des archives. Oui. Et les archives sont là-bas, à Kaloum là-bas, tout le monde peut les lire. Ça, ce n'est pas interdit. Ça, ce n'est pas aujourd'hui, seulement il y a longtemps. Parce que moi-même, j'ai été parcouru des passages là-bas. Oui. La déclassification est demandée, même à l'extérieur. Oui, mais le problème se situe au niveau de l'extérieur. Justement, oui, parce qu'il y a les documents. Nous souhaitons qu'on déclassifie tout. Nous souhaitons ça. Parce que la vérité, il y a des choses que vous, les jeunes, vous ne savez pas. Vous allez voir. D'accord. Si on le fait, nous, on ne regrette pas. Hein. Même demain. C'est pourquoi nous avons réclamé notre appartenance au PDG. Après le 3 avril 1984. Nous nous sommes présentés contre le général Lansana Conté. Le PDG a présenté un candidat contre le général Lansana Conté. C'est lui qui nous a tombés. Non, ce n'est pas que ce soit comme ça, c'est pour l'histoire que nous l'avons fait. On a eu 0,8%. Même si on avait une seule voix, ça suffit. C'est pour dire que nous existons. Ça suffit pour moi. Même si on avait une seule voix, on nous a donné 0,8. On connaît le libéralisme occidental. C'est ce qu'on dit qu'on ne fait pas, et c'est ce qu'on fait, on ne le dit pas. D'accord. C'est toujours parler dans le vide. Merci, M. Keita, d'avoir accepté notre invitation. Oui. Elhadj Mamadi Sanassi Keita est président d'honneur du PDG RDA. Il était là pour nous parler du 22 novembre 1970, cette date historique. Merci à vous les internautes. Merci à l'équipe technique, l'équipe de production, je me trompe souvent, de l'AGP. Merci également à nos amis de la RTG pour la rediffusion de cet entretien. N'oubliez pas de consulter notre site web, le www.agpguinée.com. AGP au cœur de l'information.